Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La démocratie locale est-elle en danger? 0826 300 300, vous nous appelez si vous voulez réagir ce matin. J'accueille Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Notre invité, vous êtes constitutionnaliste, vous êtes un visage connu dans les médias, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, maître de conférence à Paris Panthéon-Assas, auteur de ce livre que vous publiez intitulé Nos communes, je le montre à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Nos communes, un avenir civique à réinventer, aux éditions de l'Aube avec Terre à Terre et l'Institut Terram. Un titre apaisé, mais un livre quand même qui secoue, parce que ce que vous y décrivez à l'intérieur, c'est, nous votons ce dimanche, ça n'a échappé à personne, vous dites en substance, scrutin menacé, alors que le maire a longtemps été considéré, vous savez, c'est le cliché de l'élu préféré des Français, réalité qui se dégrade, pêle-mêle, crise de vocation, inflation normative, épuisement, démission en cascade, raréfaction des candidatures, inégalité dans l'accès au mandat, l'engagement municipal, Benjamin Morel est-il au bord de la rupture? Je vous pose la question ce matin. On a en effet un engagement qui est un engagement, déjà bonjour. Oui, je n'ai pas dit bonjour. Si vous m'avez dit bonjour, mais je vous avais pas répondu. C'est nul. Bonjour. Bonjour, évidemment. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, Benjamin Morel. Merci beaucoup. Alors, au bord de la rupture, l'engagement municipal. On a en effet un engagement qui est aujourd'hui de plus en plus complexe pour les élus. Il faut voir que il y a deux grands éléments qui aujourd'hui freinent cet engagement. Le premier, c'est que cet engagement n'est pas forcément très compatible avec une vie personnelle. Aujourd'hui, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous gagnez environ 1500 €. Alors tout dépend d'un vote du conseil municipal, mais c'est ça maximum. Et de l'autre côté, vous ne pouvez que difficilement conjuguer ça avec une vie personnelle, encore moins avec une vie professionnelle, ce qui fait qu'on a surabondance de retraités, bien souvent parce que ce temps manque. De l'autre côté, il y a quand même un gros sentiment de « ok, très bien, je m'engage, mais à quoi bon ?» Pourquoi faire ? C'est-à-dire que si jamais je suis membre d'un conseil municipal, tout le pouvoir va au maire. Et donc, je suis un peu un organe consultatif, croupion. Si jamais je suis maire d'une petite commune ou même d'une ville moyenne dans une grande aire urbaine, le pouvoir, il n'est pas là, il est à l'interco. Et donc, au fond, pourquoi ? À quoi bon? Et ce double sentiment à la fois que j'aimerais avoir une vie de famille, une vie professionnelle normale, et que de l'autre côté, ok, très bien, je viens m'engager pour l'intérêt général, mais pourquoi donc? À quoi bon? Puis-je faire quelque chose? Ça crée une crise d'évocation. Alors, on va pas attendre la fin de l'émission pour évoquer ce que vous proposez, parce qu'il y a quand même des clés de résolution dans cet ouvrage. C'est très bien votre livre, d'ailleurs, Benjamin Morel. Vous dites qu'il faut démocratiser le statut de l'élu. Alors, il y a pas mal d'entrées là-dessus aussi. Vous évoquez même des histoires de formation pour les élus, parce qu'au fond, ils arrivent souvent avec des boules. C'est un peu de l'empirisme à chaque fois. C'est très compliqué. Il faut voir que le Code général des collectivités territoriales, ce qui régit l'organisation des collectivités, c'est devenu un gros pavé, et que donc souvent, le sentiment d'être incompétent, de ne pas pouvoir gérer cette difficulté du mandat, fait que vous avez beaucoup d'aspirants élus qui renoncent. Au fond, ce que montre l'enquête, c'est que on a fait une enquête, donc avec l'Institut Terram et le Laboratoire de la République, on a fait une enquête sur 10 000 sondés pour vraiment rentrer dans les détails et voir un peu quels peuvent être les freins à l'engagement. Les Français veulent s'engager. En gros, il n'y a pas de sentiment de « non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas ». Les Français sont malgré tout intéressés. Ils sont toujours intéressés. Mais les freins à l'engagement sont de plus en plus importants. Parmi ces freins, il y a en effet le sentiment d'incompétence. Et ce sentiment d'incompétence, évidemment, c'est classique. Mais vous le retrouvez notamment chez les femmes et vous le retrouvez notamment dans les classes populaires. Donc, ça n'empêche pas certains, on ne va pas citer de nom, mais certains candidats de se présenter. Ça n'empêche pas certains de se présenter. Mais souvent, dans les grandes villes... Dans l'exercice du pouvoir local, ça devient vite gênant. Alors, certains, entre guillemets, n'osent pas se présenter, notamment dans des catégories qui développent ce sentiment d'illégitimité, femmes, personnes originaires de l'immigration, classe populaire, etc. Et de l'autre côté, en effet, une fois que vous êtes aux manettes, ça peut créer un certain nombre de sujets, de difficultés, parce que derrière, et même si on a quand même fait des évolutions législatives intéressantes ces dernières années là-dessus, derrière, vous avez une responsabilité qui est engagée si vous êtes maire. Oui, quel problème? C'est la complexité croissante des textes qui s'appliquent à la vie locale, la fiscalité. Quel est le niveau de compétence est extrême pour
pour, au fond, une rémunération dérisoire. Il y a une complexité qui est en effet importante sur les politiques que vous allez devoir mises en place. Et puis de l'autre côté, vous avez une complexité qui est inhérente à l'organisation même du millefeuille. C'est-à-dire que si vous voulez connaître les compétences de votre commune, récemment, l'un de vos confrères m'avait dit « Mais dites-nous simplement quelles sont les compétences de la commune ». Je suis incapable de le dire simplement. Parce que si vous voulez connaître les compétences de votre commune, il va falloir que vous sachiez dans quel type de PCI, établissement public de coopération intercommunale, bref, dans quel type d'interco votre commune est, communauté d'agglomération, communauté de communes, métropole, etc. Une fois que vous avez déterminé ça, il va falloir que vous compreniez qu'il y a des compétences obligatoires à transférer, des compétences optionnelles, et que peut-être des compétences obligatoires ont été transférées, mais que certaines compétences optionnelles ont été gardées. Il va falloir voir s'il n'y a pas des syndicats de communes, s'il n'y a pas des financements croisés. Par exemple, le maire de Marseille a moins de pouvoir que la patronne de la métropole. Exactement. Oui. Dans les grandes villes, les métropoles vont avoir un pouvoir beaucoup plus important. Mais comprenez bien que tout ça, c'est déjà pas très compréhensible pour les lecteurs. Résultat, ça crée en partie de l'abstention. Et puis pour l'élu, c'est un tantinet intimidant, voire désengageant. Et donc c'est cette complexité dont on peut comprendre les ressorts en termes de politique publique, mais cette complexité qui devient extrêmement intimidante et qui peut produire en effet un désengagement et de l'abstention. Alors vous évoquez on va dire les nouveaux visages de la désertification démocratique, Benjamin Morel. C'est ce que vous enseigne cette enquête. Le panel est large quand même. Oui, 10 000 sondés, ce qui permet vraiment de rentrer dans les détails. Les choses, voilà. Et vous dites près du quart des Français, 24%, dont 17% plutôt et 7% certainement se disent prêts à présenter une liste. Mais en même temps, il y a de moins en moins de candidats en réalité. Si vous regardez là ces élections municipales, vous avez 70% des communes où il n'y a qu'une seule liste. L'objectif de la démocratie locale, c'est pas de choisir entre une liste et cette même liste parce qu'il n'y a pas de choix. L'objectif, c'est de faire le choix d'un bilan et d'un projet. Donc, on peut se satisfaire que dans la plupart des communes, quand même, il y ait une liste. Mais en revanche, on voit que l'objectif initial de la décentralisation, c'est quoi la décentralisation ? C'est pas l'efficacité des politiques publiques. Je suis incapable, les études internationales ne le montrent pas, de vous dire que la décentralisation, c'est plus efficace que la déconcentration. Autrement dit, vous donnez le pouvoir au préfet. En revanche, la décentralisation, son objectif, c'est d'être plus démocratique que la déconcentration. Autrement dit, vous avez un échelon hyper local auquel les Français sont attachés. La commune, l'objectif, c'est de pouvoir choisir un projet et ensuite d'évaluer un bilan. Si vous n'avez pas une capacité à construire une opposition locale, la construction d'un espace public local, et derrière, une opposition entre différentes visions de votre commune, vous tuez ça. 70% des communes n'ont qu'une seule liste. C'est-à-dire que dans 60% des communes, vous avez une démocratie locale estropiée, ou on va dire monomaniaque. Benjamin Morel, le référendum de 1969, voulu par le général de Gaulle, qui a provoqué sa chute, proposait une réforme assez spectaculaire en réalité de la décentralisation. Ça allait même au-delà, puisqu'il lui disait inventer une sorte de France moderne, disait-il, où on attribuerait localement des pouvoirs accrus et on arrêterait de faire en sorte que Paris s'en occupe. Alors, il y a cet aspect-là des choses aussi. De Gaulle la réforme de 69, c'est pas vraiment une réforme de décentralisation. Il faut voir que De Gaulle envisage à l'époque des régions, mais des régions dans lesquelles vous avez des représentants des maires et des représentants de la société civile organisée, des syndicats, du patronat. Bref, c'est une sorte de croisement entre les Césaires, les conseils économiques et sociaux régionaux, et de l'autre côté, une assemblée des maires. Donc c'est pas. Et puis ces régions ont peu de pouvoir en réalité. C'est beaucoup plus une façon d'aménager le pays en incluant les partenaires sociaux. La vraie rupture en termes de décentralisation, c'est en effet les lois sous Mitterrand, avec comme exemple. Les lois de fer, avec comme exemple et comme source d'inspiration ce qu'on a appelé à partir des années 30 le socialisme municipal. En gros, on fait le bilan de ce qu'a été le socialisme municipal et on donne aux communes la capacité, soi-disant, d'agir. En réalité, quand vous regardez une commune dans les années 60-70, elle avait probablement plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Elle avait plus de pouvoir qu'après la loi de décentralisation. Parce que dans les années 60-70, vous n'aviez pas d'intercommunalité. Dans les années 60-70, vous aviez des leviers fiscaux. Regardez la taxe d'habitation. L'objectif de la décentralisation, au fond, c'est quoi pour les communes ? C'est de dire, j'augmente la taxe d'habitation et en échange, qu'est-ce qui va se passer ? On va rénover l'école. Si jamais tu fais le choix lors des prochaines élections municipales d'un candidat qui n'augmentera pas la taxe d'habitation, très bien, tu seras moins imposé. Mais derrière, l'école, elle sera dégueulasse. Il y a un choix. On évalue un bilan, on évalue un projet avec un levier fiscal. On a supprimé la taxe d'habitation.
On a supprimé avant ça la taxe professionnelle. Vous avez des marges de manœuvre des collectivités qui font que... Taxe d'habitation Macron, taxe professionnelle... Nicolas Sarkozy. Et de l'autre côté, dans les petites communes, la plupart des compétences ayant été transférées à l'Interco, qui parfois fait plus de 100 communes, vous comprenez bien que si je vis dans une petite commune, par exemple de gauche, dans une intercommunalité de droite, le bilan c'est celui de qui ? De l'Interco, du président d'Interco ou du maire. C'est pas évident. Ce qui va créer évidemment le sentiment que la commune ne peut plus. Et ça, d'un point de vue démocratique, c'est terrible parce que le maire, ça reste l'élu préféré des Français, celui qui est le plus en proximité. Si votre maire, vous allez le voir et qui vous dit « je suis désolé, je sais que l'école est dégueulasse, mais je peux pas, j'ai pas le levier financier ou c'est pas ma compétence », eh bien à ce moment-là, ça donne le sentiment que le politique peut pas agir sur le réel. Et ça, c'est un peu la tombe de la démocratie. Benjamin Morel, dans un court instant après la pause, nous évoquerons le contexte actuel. C'est municipal, on va dire, sous le radar de la guerre, et aussi cette présidentielle qui semble parasiter, oui ou non, vous nous le direz, le scrutin en question. On a toujours dit que les municipales c'était un monde à part, on votait pour le maire, pour le conseil municipal et peu importe ce qui se passe à Paris. Mais là, pour la première fois, peut-être un an avant la présidentielle qui va compter, où le pays peser lourd, on a l'impression que nous commençons à lire les municipales à l'aune de ce qui se produira en 2027. Nous allons évoquer aussi les pistes de résolution de on va dire cette difficulté auxquelles sont confrontés les pouvoirs locaux. La démocratie locale est-elle en danger? Avec Benjamin Morel. Vous nous appelez si vous le faites au 0826 300 300, 9h44 sur Sud Radio. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le grand matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Benjamin Morel, constitutionnaliste, je la fais courte cette fois-ci, auteur de Nos communes, un avenir civique à réinventer, publié aux éditions de l'Aube avec l'Institut Terram et Terre à Terre. Vous publiez 2 livres d'ailleurs, j'ai bien compris en même temps, parce qu'un deuxième arrive, ça va être compliqué à gérer. Oui, c'est compliqué à gérer, oui. C'est un livre qui paraît chez... Mais bon, il vous a pas échappé qu'on était en pleine crise politique et que j'avais un peu travaillé sur cette crise politique. L'autre est sur la crise politique. Voilà, c'est un livre qui s'appellera Crise politique, crise de régime et qui paraît aux éditions Odile Jacob à la fin de ce mois. Et en même temps, cette crise, elle se ressent à travers les pages de Nos communes, un avenir civique à réinventer. Benjamin Morel, nous votons dimanche. Est-ce que vous diriez que désormais, on va prendre les choses à l'envers, la présidentielle parasite ces municipales? Nous avons l'impression que là, il y a la guerre. On parle moins des municipales parce que forcément les écrans sont envahis des images de guerre. Il y a de quoi s'inquiéter. Déjà, c'est un handicap peut-être. Nous allons voir ça avec vous. Mais la présidentielle, on a l'impression qu'on fait une lecture nationale d'un scrutin réputé historiquement comme uniquement local. Il n'est pas uniquement local. Regardez 1946, la flambée du gaullisme, elle se passe lors d'élections locales. Prenez 1995, Jacques Chirac vient d'être élu, derrière il y a une vague bleue municipale. Prenez 2001, on dit la gauche a gagné parce qu'elle a gagné Lyon et Paris. En fait, c'est une bérésina pour la gauche un peu partout qui annonce ensuite le mauvais résultat de Lionel Jospin en 2002. Donc il y a 2 électorats en fait. Vous avez un électorat qui est un électorat souvent plus âgé, qui lit la presse quotidienne régionale, qui s'intéresse réellement à ce qui se passe localement et qui vote pas que, mais majoritairement pour des raisons locales. Et vous avez des abstentionnistes intermittents, des gens qui s'intéressent peu à l'élection locale et qui vont voter soit pour sanctionner le pouvoir en place, soit pour le soutenir, soit pour entretenir une dynamique. Ces derniers temps, il y a un fait dont on a peu parlé, c'est quasiment 10 dernières années, mais qui est fondamental parce que c'est la première fois que ça arrive dans notre histoire républicaine. On a eu une décorrélation du champ politique local et national. En gros, les forces politiques qui tiennent le champ politique national, RN, LFI, macronistes, sont assez faibles au niveau local. Les forces qui tiennent le champ politique local, PS, LR, dans une moindre mesure PC, radicaux, etc., sont faibles au niveau national. Résultat, on n'a pas eu cet effet de vote sanction, de nationalisation des élections depuis en gros l'élection d'Emmanuel Macron. Ça a donné quoi ? Ça a donné des records d'abstention lors des dernières élections. Vous évoquiez la question et de la guerre et de la présidentielle. C'est 2 effets qui risquent de se neutraliser. C'est-à-dire que d'un côté, la guerre fait passer sous le boisseau, en effet, d'un point de vue médiatique, l'élection municipale. Les abstentionnistes intermittents, ceux qui votent pour des raisons nationales, risquent de moins s'y intéresser, donc de ne pas venir. De l'autre côté, la proximité des présidentielles peut plus les mobiliser. Et donc, ça joue sur le taux d'abstention, mais également sur le taux de nationalisation de ces élections. Nous verrons bien le taux de participation. Personne ne peut savoir si les Français vont aux urnes ce week-end ou s'ils vont, non pas bouder, mais au fond parce que les préoccupations sont ailleurs.
ignorer en quelque sorte en partie ce scrutin si important pour la vie locale. C'est extrêmement important pour la vie locale. On a fait un panorama, je dirais, terrible de la situation des maires. Faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que les gens qui ne se sont pas encore présentés ont une vision très alarmiste du mandat de maire. Ceux qui se sont déjà présentés se disent que malgré tout il y a des choses à faire. Et en effet, c'est-à-dire que il faut ne pas non plus céder à la sinistrose. Malgré tout ce qu'on a dit, ça reste le plus beau mandat, celui que vous avez vraiment la capacité de changer votre ville, la changer, je dirais, de manière sensible, architecturalement, avec des choses qui se voient. Là où président de conseil départemental, encore plus président de conseil régional ou député, vous avez beaucoup moins de capacité d'agir techniquement sur le réel des Français. Oui. Et donc, en la matière, c'est un mandat qui souvent est compliqué, difficile, mais malgré tout satisfaisant. Et donc, engagez-vous. Alors, les solutions pour essayer de sortir, non pas de cette crise, mais de cette... c'est peut-être une morosité qui peut débouler sur une crise de la vocation d'élu local. Vous dites, par exemple, qu'il faut retrouver, j'ai lu ça dans votre essai, une autonomie fiscale. C'est quand même le nerf de la guerre, vous l'avez évoqué à l'instant avec ces taxes qui ont disparu et qui plombent les caisses locales. Et vous parlez d'arrêter... Finalement, c'est quoi l'idée? C'est d'arrêter de prélever l'impôt national, de le redistribuer maladroitement dans les 36 000 communes de France? C'est rétablir des leviers qui vont être des leviers permettant aux collectivités d'agir sur le taux d'un impôt. C'était le cas avec la taxe d'habitation. Qu'on va les déposséder d'une dîme nationale avec des caisses vides. Ça a toujours existé, c'est-à-dire que on dit la France c'est un pays beaucoup plus centralisé que ses voisins. C'est pas nécessairement évident, notamment en matière fiscale. L'Allemagne, les pays scandinaves, en fait, la quasi-totalité des pays d'Europe ont toujours été beaucoup plus centralisés que la France parce que les impôts étaient prélevés au niveau national et ensuite répartis. En France, on a toujours une tradition, depuis la Révolution, de fiscalité locale, qui était en effet incarnée par des taxes qu'on appelait les taxes vieilles, les 4 vieilles, notamment avec cette taxe d'habitation. Oui. Et le fait d'avoir supprimé ces impôts locaux, il faut voir que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur mon petit exemple de « je vais rénover l'école », ça a 2 effets fondamentalement pervers. D'abord, je tue une partie de la démocratie, parce que je tue une partie du choix. Je transforme le citoyen en consommateur. L'école n'est pas bien rénovée, c'est de ta faute, tu es maire. Mais si jamais j'ai renoncé à une hausse de la fiscalité, c'est aussi un peu de la faute de l'électeur qui a décidé qu'il voulait payer moins d'impôts. Et donc il y a un côté responsabilisant, il y a un côté commune, école de la République et du consentement à l'impôt. De l'autre côté, ça donne des marges de manœuvre aux maires. Donc, si j'ai pas les moyens, en augmentant ma taxe, je peux me donner les moyens d'agir. Benjamin Morel, en résumé, en conclusion, il faut revaloriser le statut de l'élu local. Ça, c'est une sorte de serpent de mer, mais ça devient une urgence, si j'ai bien compris. Il faut simplifier les normes administratives. Mais attention, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une solution magique qui est la loi. Et qu'en la matière, on pourrait tout changer en revalorisant, par exemple, le statut. L'une des conclusions de l'enquête, c'est que nous-mêmes, individus, je ne parle pas de l'État, je ne parle pas de la loi, avons souvent une mauvaise image de l'engagement. En gros, tu vas au conseil municipal pendant que moi je travaille. Et ça, je juge que c'est pas bien. Et donc, à partir de là, si jamais nous-mêmes, on change notre vision de l'engagement et de ceux qui s'engagent, déjà on crée une dynamique d'engagement. Et donc, c'est pas qu'un problème de loi, c'est pas qu'un problème de normes, c'est également un problème de représentation sociale. Et les représentations sociales, elles dépendent de nous, elles dépendent de chacun. Il nous reste 1 minute, Benjamin Morel. Vous sortez votre boule de cristal, là. Il vous reste 1 minute 10. Qu'est-ce qui va se passer dans ces municipales? Vous sentez qu'on est calqué sur ce qui se produit désormais à l'Assemblée nationale, une espèce de monde à touche-touche où on ne sait jamais vraiment ce qui se dégage, où il risque d'avoir de grandes surprises qui se profilent? On peut avoir des grandes surprises parce qu'encore une fois, on a un électorat assez intermittent. Après, on a une déstructuration du champ local et qui suit la déstructuration du champ politique national. C'est-à-dire qu'au fond, si vous regardez dans les années 60-70, il y avait un communisme municipal. On savait ce qu'était une ville communiste. Il y avait un socialisme municipal. On savait ce qu'était une ville socialiste. On avait même un gaullisme municipal, on l'a un peu oublié, mais il y avait une doctrine gaulliste de la gestion municipale. Aujourd'hui, tous les élus se veulent meilleurs gestionnaires les uns que les autres, et au final, ça aussi c'est assez délétère d'un point de vue démocratique. Donc il faut arriver à réinjecter de la politique au niveau local, et cette politique réinjectée au niveau local, elle implique également d'avoir des partis qui s'investissent, qui pensent l'échelon municipal, qui ne soit pas uniquement un conglomérat d'élus locaux et de gestionnaires, et ça c'est un vrai travail
qu'on doit tous faire. Et allons voter ce dimanche. Merci Benjamin Morel. Je rappelle le titre de votre essai, Nos communes, un avenir civique à réinventer, aux éditions de l'Aube. Et puis l'autre qui sort en même temps, c'est vous qui faites le pitch. Crise de politique, crise de régime aux éditions Odile Jacob. De Benjamin Morel pour le prix de 2. Il faut acheter les deux. Oui, malheureusement, il n'y a pas encore de prix de paquet. Merci Benjamin Morel et bonjour Valérie Expert et bienvenue. Bonjour. Mettez-vous d'accord sur quoi ce matin? Je pense qu'on va être d'accord ce matin. L'augmentation du prix de l'essence, encore et toujours. On aime bien entendre nos auditeurs sur le sujet, entendre leurs observations sur cette augmentation du prix à la pompe et d'une manière générale sur ce risque d'inflation qui nous guette à cause du conflit en Iran. On va voir avec Félix Mathieu que les TGV low cost, ils ne sont plus très très low cost. C'est un petit peu comme dans les avions. Il faut payer pour avoir une valise et la SNCF a fait des profits assez importants, mais le Ouigo, figurez-vous, a augmenté de 185% ses prix. Donc là aussi, on attend vos témoignages. On va parler évidemment des municipales. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? 0826 300 300. Bonne émission.